« 14 janvier 1995, 6 heures du matin. Perdue au milieu de l'Atlantique, une petite embarcation de 4,50 m de long dérive lentement vers l'ouest, légèrement chahutée par quelques vagues croisées. Sous l'eau, la vie aquatique, rythmée et dictée par les premiers éclats du soleil, s'installe lentement. À l'intérieur de cet habitacle d'un peu plus d'1 mètre carré, Guy Delage s'apprête à vivre son 30e jour de solitude en mer. L'homme n'a rien d'un héros et ne revendique d'ailleurs pas ce qualificatif. Il fait tout simplement partie de cette catégorie de curieux pour lesquels l'existence n'a de valeur que si elle est ponctuée de défis personnels, de sensations inconnues ou d'émotions intenses. Déjà, en 1991, la quête de l'impossible, ou supposait-elle, l'avait poussé à traverser une première fois l'Atlantique. 27 heures à bord d'un ULM à la fiabilité par définition plutôt incertaine. Une balade aérienne insensée où chaque minute passée ne faisait qu'entretenir l'angoisse en regard de celle à venir. Je pense que l'ULM a été une vaccination sauvage dans laquelle j'ai vraiment fait le chemin, l'accompagnement pour accepter finalement le fait de mourir. De ce côté-là, je pense maintenant avoir un rapport à la mort différent des Occidentaux. À partir du moment où on touche au mythe de l'eau, de l'océan, on touche beaucoup plus profondément les gens, par exemple, que l'aérien. L'aérien, donc la traversée en ULM, 1000 fois plus dangereuse. Ça a été un enfer terrible où chaque seconde qui passait, c'était une seconde où je survivais et où je n'avais aucun contrôle en fait sur les éléments qui m'avaient pris et puis qui pouvaient me rejeter, me recracher dans l'état dans lequel ils le souhaitaient à chaque instant. Et c'était la mort au bout des doigts en permanence, sans aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Donc là, il y a eu vraiment un risque minimum, ce qui n'était pas le cas là. Là même, je dirais, des garde-fous. Même s'il y avait des risques, on les avait appréhendés, certains sont arrivés, mais il y avait des garde-fous. La preuve, quand même, relativement en bon état. Pour Guy Delage, ce 15 janvier 1995 est une journée comme une autre. Un mélange confus entre sérénité et vigilance permanente. Dans ce milieu hostile à l'espèce humaine, la moindre erreur d'appréciation peut avoir des conséquences dramatiques. La première activité quotidienne, prise de la collation matinale, a donné sa position. Le radiotéléphone est l'unique moyen de communication. Saint-Lys d'Océanante, là, Saint-Lys d'Océanante. Alors qu'à l'extérieur, la vie s'anime autour du radeau, avec la visite très rapprochée de multiples espèces, Delage va devoir enfiler une panoplie d'hommes-grenouilles. Une combinaison soigneusement étudiée, totalement étanche, et qui doit le préserver le plus longtemps possible des problèmes dermatologiques liés au rat. Un matériel prototype de haute technologie sont les palmes et le vision circulaire de 180 degrés. 20 minutes plus tard, l'immersion. Le principe de cette traversée de l'Atlantique est simple. Durée quotidienne de nage, environ 7 à 8 heures. Le reste du temps étant consacré à la récupération, au sommeil et aux annotations d'ordre scientifique. Quant à la conception technique de l'ensemble flottant, elle n'est guère plus compliquée. Le camp de base, schématisé ici, dérive selon un cap et une vitesse fixée chaque matin par Delage. Ce dernier nage à quelques mètres derrière le radeau, avec devant lui le petit flotteur que nous avons vu, équipé d'un système de survie. La corde symbolisée en rouge et traînant sous l'eau est appelée ligne de vie. Elle est l'ultime sécurité en cas d'incident. Illustration sous l'eau, en pleine mer, avec cette ligne de vie dont on reparlera. En fait, chaque matin, l'une des premières activités de Guy Delage consiste à régler notamment la vitesse du radeau afin qu'il ne dérive pas trop vite, ce qui entraînerait bien sûr pour le nageur un surrégime trop épuisant.
Pour réguler cette progression, Delage doit installer et démêler sous l'eau les ancres flottantes dont le nombre varie selon la force du vent et des courants. Après, et après seulement, la féerie peut commencer. Document. Mais les 55 jours passés en mer n'auront pas toujours été aussi paradisiaques. Cette aventure, tant humaine que scientifique, avait même plutôt mal commencé. Nous sommes le 20 décembre 1994. Guy Delage a quitté les îles du Cap-Vert 4 jours auparavant. 4 jours d'enfer et d'imprévu. Le premier jour, ça a été assez dur. Le deuxième jour, ça a été terrible. Le troisième jour, c'est encore plus terrible parce que les conditions sont aggravées. Et je me suis dit, effectivement, qu'est-ce que je fais là? En plus, j'avais du mal de mer, donc en fait, j'étais pas malade dans l'eau, j'étais malade sur le radeau. Mais par contre, sur le radeau, je voyais tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il fallait vérifier d'abord les étanchéités. Le radeau, on l'avait mis à l'eau, mais la tente n'avait jamais pris de déferlante, etc. Donc il y avait de l'eau qui rentrait, il y avait du matériel qui souffrait, donc il fallait essayer de régler tout ça au fur et à mesure. Il y avait les problèmes d'alimentation. L'alimentation, on avait fait des simulations, mais là on se trouvait avec une alimentation réelle. Il fallait arriver à se nourrir. Et pendant 4 jours, je n'ai rien mangé. J'étais incapable, au plan de l'appétence, de manger finalement ce qu'on avait prévu. Donc là, ça gamberge énormément, parce qu'on se dit, bon, si tout ce que l'on a fait au plan scientifique est faux, où est-ce qu'on va? C'est-à-dire jusqu'où je vais pouvoir tenir? Mais le principal écueil et la principale angoisse liée à cette aventure est connue de toute l'équipe entourant Guy Delage. Bernard Serret, son ami océanographe, est formel. Le risque d'une rencontre avec un requin comme celui-ci, filmé en aquarium, est important, surtout près des côtes. À cet effet, Serret, en juin 1994, entraîne Delage à Malte, chez l'un de ses amis spécialistes aussi. Histoire sans doute de mesurer la hauteur du risque, ou en l'occurrence de ce qu'il en reste. Sourire façon joconde de la part de Guy Delage, qui pourtant à 3 reprises durant son périple, va être confronté à cet épineux problème. Les autres requins, il y était préparé psychologiquement, et je dirais que c'était sa meilleure arme. Effectivement, la meilleure attitude face à un requin, c'est de faire face et d'avoir une attitude agressive vis-à-vis du requin s'il est menaçant. Parce que ça le surprend. Et puis un requin qui attaque un homme, c'est quand même une proie assez grosse. Il fait attention, il n'attaque pas directement. Et donc Guy était préparé psychologiquement. Bien sûr, il y a eu la surprise dans la deuxième attaque, parce que le requin était sur lui, il n'a pas vu venir. Mais il a très bien réagi. De toute façon, il n'avait pas le temps d'utiliser ses armes. La photo de cette deuxième attaque, un document unique réalisé au jugé dans la précipitation. Tout s'est fait d'une manière douce. Le requin était le long de la jambe, il était en train d'ouvrir la gueule, mais il n'y avait pas d'animosité, ça se faisait naturellement. J'ai assisté à des frénésies de requins qu'on est en train de nourrir. Même ici dans les Caraïbes, j'ai souvent nourri justement des frénésies de requins. Là, il y a de la violence, c'est terrible, il y a du sang, les vertèbres craquent, on entend les bruits des vertèbres dans l'eau, enfin, c'est quelque chose de violent. Là, c'était doux, c'est-à-dire qu'il y avait le radeau qui faisait pas de bruit,
moi je palmais sans bruit, et puis il y avait ce requin qui allait me mordre sans bruit. Je veux dire, tout était dilué. On était dans une sorte de... Autant suspend ton vol. Voilà, on était dans une sorte de tableau presque idyllique, et j'aurais pu perdre une jambe d'une manière idyllique. Idyllique comme les rapports que Delage a pu vivre en amont de son périple aquatique avec la population des îles du Cap-Vert. Une population encore préservée de toute notion de criminalité, qui vit sur des terres désertiques mais superbes, et au sein de laquelle le nageur nantais s'est fondu durant les semaines qui ont précédé son départ. Le 15 décembre 1994, 24 heures avant le grand saut décisif dans l'inconnu du Grand Bleu, Delage accuse un surplus pondéral de 17 kilos. Une surcharge qu'il confesse avoir quelques facilités à emmagasiner, mais qui lui sont nécessaires en regard de la dépense énergétique qui l'attend. À l'arrivée, près de 2 mois plus tard, il a perdu 14 kilos et aura dû changer à 3 reprises de combinaison en fonction des pertes successives. Retour en pleine mer, le 15 janvier 1995, Guy Delage est encore à environ 1000 km de l'arrivée. Les journées succèdent aux journées, la monotonie aux surprises, la féerie aux angoisses. De temps à autre, une pause réparatrice au travers notamment de barres vitaminées, spécialement mises au point pour cette traversée et composée de différents éléments assimilables sur plusieurs heures. Milieu d'après-midi, après 7 heures de nage environ, la remontée sur le radeau. Mais une anomalie en matière de cap a été remarquée. La rectification doit être immédiate. Mais la journée va être longue, très longue. Une journée de solitude que Delage doit gérer. Ce type de solitude, du reste, assez proche de l'absolu, peut générer une profondeur d'esprit insoupçonnée. Dans le quotidien, ici par exemple à Paris ou ailleurs, vous avez toujours quelqu'un qui vient vous couper votre pensée en cours. Vous n'avez jamais la possibilité d'aller jusqu'au bout d'une pensée, enfin c'est très rare. Et là en fait vous pouvez développer une pensée jusqu'à ce que vous ne puissiez plus la développer. À ce moment-là, vous stoppez cette pensée, vous la stockez, et puis peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine plus tard, vous allez repartir sur cette pensée au stade où vous en étiez resté, parce que vous avez trouvé finalement la suite de la pensée. Et ça, c'est pour moi très important. Ça permet de énormément progresser finalement sur le modèle de pensée intellectuelle que je me suis fixé. Je pense que tout le monde, enfin tous les individus qui sont mis dans un contexte identique, c'est-à-dire de calme, de paix, de sérénité, sans blocage finalement dû au quotidien, cela permet d'aller beaucoup plus loin dans les pensées. Janvier 1995, l'incident majeur qui aurait pu transformer ce documentaire en hommage posthume. La météo est bonne, la mer en revanche est assez formée. Le nageur décide de s'aventurer à 150 mètres environ du radeau afin de procéder à quelques clichés photos. Soudain, une palme casse. Rien de dramatique.
Il suffit à Delage de récupérer sous l'eau la fameuse ligne de vie reliée, elle, au radeau. Illustration de la loi des séries. La ligne de vie casse à son tour. Le début d'un combat de survie qui va durer 2h30. 2 accidents successifs. Et je me suis retrouvé donc avec une ligne de vie dans les mains. C'était la seule que j'avais à bord, donc il fallait absolument que je la ramène à bord. Avec une seule panne. Donc il a fallu que je love la ligne de vie pour pouvoir nager et qu'ensuite j'essaie de rattraper le radeau. Donc ça a été rapide, il a fallu que je love 150 mètres. Donc à ce moment-là j'étais à 250 ou 300 mètres du radeau. Quand j'ai eu fini de lever mes 150 mètres, je me suis mis ça en bandoulière, j'avais le fusil quand même dans une main. Il a fallu que je me l'attache dessus et puis à ce moment-là je me suis mis à nager. Mais là, le radeau était déjà à 300 mètres. Même si j'ai eu peur, je n'ai pas eu une peur panique. Ça m'a permis de nager correctement. Alors, la première heure, en fait, il a continué de s'éloigner. C'est-à-dire qu'à certains moments, je restais 10 minutes sans le voir. C'est-à-dire qu'il était dans les creux de vagues derrière, je ne le voyais plus. Donc, il y avait un problème de direction. Et puis, il y avait quand même cette présence des dorades. Et les dorades, paradoxalement, n'étaient pas restées au radeau. Et alors, elles avaient pas le même regard. C'est vraiment très curieux. J'ai eu cette sensation. Hein. Peut-être que j'ai complètement fabulé et que c'était complètement quelque chose de faux. Mais j'ai eu la sensation qu'elles essayaient de m'aider en me mettant dans leur tourbillon hydrodynamique pour casser un peu cette dureté de l'eau et pour que j'aille un peu plus vite. Et elles m'ont accompagné comme ça pendant les 3 heures ou les 2h30 jusqu'au radeau. Je suis resté peut-être 20 minutes, une demi-heure sur l'arrière du radeau, affalé. Là, j'avais eu vraiment l'impression d'avoir fait un marathon, quoi. Et j'étais, je pense, dans l'état d'un marathonien qui s'est bien défoncé. Pour tenir ce marathon aquatique et surtout ne pas céder à l'affolement, une seule solution. Essayer par tous les moyens de rester lucide, de faire appel à son expérience de la mer, mais aussi et surtout aux 1500 heures de préparation réalisées en 2 ans. Un entraînement méthodique, tant au niveau physique que mental. Savoir par exemple canaliser et maîtriser la précipitation inhérente à la reprise progressive du terrain par rapport au radeau. Les 100 derniers mètres avant la remontée à bord sont terribles. Delage ne doit surtout pas céder à l'envie de sprinter. S'il donne toute son énergie sur cette courte distance, peut-être lui manquera-t-il 10 mètres. En milieu d'après-midi, enfin, la jonction est réalisée. Ce genre de mésaventure n'est fort heureusement pas le lot quotidien pour Guy Delage. En fait, une journée type de cette traversée est ponctuée de 1000 petits détails, à commencer par ce moment important du rasage. Un acte qui n'est dicté par aucune nécessité d'ordre social, mais qui a valeur de symbole au niveau psychologique. Hormis la monotonie des heures de nage quotidiennes, les tâches principales consistent en une maintenance technique, en la prise en note et en la transmission des différentes données scientifiques de cette expédition. Quant à la nourriture, elle est presque intégralement lyophilisée, mais répond avec précision aux impératifs nutritionnels. À l'époque des fêtes de fin d'année, Delage a donc dû se contenter de sachets en poudre en guise de caviar. Une contrainte relative pour cet athée convaincu. Les fêtes obligatoires comme ça, je dirais, sont des fêtes économiques, sont des fêtes qui sont, même si au départ elles avaient une connotation religieuse, qui sont devenues en fait des vecteurs économiques et ça me gêne beaucoup. Donc moi j'ai bien vécu Noël et jour de l'an sur mon radeau seul, justement en dehors de ces excès de consommation. Au-delà de petits soins locaux et afin de prévenir tout problème dermatologique, Guy Delage, grâce à son appareil de désalinisation, se nettoie chaque jour à l'eau douce. Les dernières remarques notifiées sur le carnet de bord, il est 22 h, extinction des feux. Début février 95, fin d'après-midi sur l'île de la Barbade. Guy Delage, selon les derniers pointages, doit y arriver dans quelques jours. Un petit bateau de pêche prend la mer pour partir à sa rencontre, avec à son bord Bernard Serret, l'océanographe. « 15 heures plus tard, après une longue et hésitante recherche et une grosse part de chance, le minuscule radeau est enfin repéré sur l'océan.
De l'intérieur, Guy Delage a suivi la scène. Retrouvailles avec l'espèce humaine. Est-ce que vous appréhendez cette arrivée? Oh là là, oui, c'est tout à fait, c'était tranquille. De quoi vous avez peur, Guy? De la société des hommes. À quoi vous rêvez là sur votre radeau? Les dorades, regardez toutes ces dorades là. Vous les voyez les coups là? Des dizaines de dorades coryphènes, en effet, jouent autour de ce radeau qu'elles accompagnent depuis 5 ou 6 semaines. Leur taille varie entre 1,40 m et 1,60 m. Quelques minutes plus tard, Delage, d'un signe, invite son ami océanographe à nager avec lui pour enfin découvrir le spectacle inouï, si souvent décrit par téléphone. Effectivement, j'ai vu le spectacle, le ballet aquatique des coryphènes autour du radeau. Et chose extraordinaire, c'est là qu'on voit qu'il y a eu des relations tout à fait spéciales qui se sont établies entre ces coryphènes et lui. C'est que moi, j'ai essayé de les toucher, je ne suis pas arrivé. Elles étaient à proximité, mais il n'y avait pas moyen de les toucher. Et Guy arrivait à les caresser. Donc il y a eu, je ne dis pas un dialogue, mais une sorte de communication entre lui et ses coryphènes. C'est drôle que lorsque je me mettais à l'eau, elles venaient toutes voir. Je sautais à l'eau volontairement et hop, elles arrivaient toutes. Alors elles arrivaient, mais c'était joyeux. Je veux dire que c'était, j'étais admis, j'étais visiblement en plus leur spectacle à elles, parce que ce truc qui avançait pas, qui n'était pas capable de nager correctement, qui avait aucune accélération, qui si elle voulait, elle pouvait, je ne pouvais jamais les atteindre si je voulais. J'en ai nourri plusieurs fois avec des poissons volants qui étaient tombés sur le radeau. Et à la main, au début, je leur lançais dans l'eau, sous l'eau, hop, elles venaient prendre le poisson volant. Et après, je leur donnais à la main, alors elles hésitaient, puis hop, alors elles étaient souvent plusieurs arrivés en même temps, et c'était la plus forte souvent qui prenait le poisson volant. Des rapports de force qui, en tout état de cause, lui rappellent, si besoin en est, que l'arrivée et la réintégration sociale sont proches. Cette arrivée, Guy Delage la redoute. Dans son esprit, confusion, voire antagonisme, entre cette réelle envie d'aller au bout de son défi et cet indicible sentiment du rêve que l'on va briser. Et puis il y a ces fameuses dorades, ces compagnes, dont il souhaiterait finalement se débarrasser afin qu'elles ne viennent pas s'agglutiner dans les filets des pêcheurs côtiers. Ce sera peine perdue. Mais il est là-bas. Le 9 février à l'aube, la frêle embarcation du nageur nantais est visible sur l'horizon. Sur la mer, bateaux et hélicoptères font l'escorte. Pour les 500 derniers mètres, Guy Delage abandonne son camp de base et se dirige vers la plage de la petite baie d'Oistins, où 300 à 400 personnes sont présentes pour l'accueillir. Depuis 10 jours, il s'était préparé sur son radeau à retrouver la position verticale typique du bipède. Entraînement salutaire puisque très fatigué et les traits tirés par une dernière nuit difficile, Delage, malgré tout, tient sur ses jambes. Une arrivée très mouvementée. Bousculade. Visiblement, le retour aux excès de la vie terrestre se fait sans aucune transition. Vous craigniez terriblement cette arrivée, le retour à l'espèce humaine, au bipède, comme on dit. Comment vous le percevez maintenant que vous y êtes? Ah ben tel que je l'imaginais, puisque vous avez vu, il y en a qui ont commencé à se battre. Donc c'était parfaitement tel que je l'imaginais. C'est une déception? Non, non, c'est pas une déception, c'est devenu une habitude, donc et c'est quelque chose auquel je m'étais quand même préparé psychiquement. Tout le monde veut voir Delage, le toucher, lui parler. Jusqu'aux autorités politiques de la Barbade qui, pour l'occasion, ont délégué leur Premier ministre noyé dans la masse des journalistes et des curieux.
Un bref passage au poste frontière et le premier véritable interview à chaud, la voix encore chargée d'émotions. Les dorades, ça semble être quelque chose de vraiment important dans cette aventure et vous leur avez dit adieu ce matin? Ah bah c'est terrible, donc c'est vraiment mes compagnes, hein, C'est important durant un voyage comme ça d'avoir une présence animale. C'était plus mal, hein. Animal parce que elles m'ont tiré deux fois de suite, elles m'ont tiré d'ennui avec le requin, hein. C'est elles qui m'ont pris. C'est un garde-fou, quoi. Ouais. Et puis, très vite, départ presque immédiat de l'hôpital. Et plus tard, les soins concernant les petites lésions d'importance. Au niveau médical, dans un premier constat, les médecins sont étonnés de bonne santé générale. À mon avis, c'est bon. Hein. Sur les principaux points qui pouvaient poser problème, j'ai retrouvé en état remarquable. Ça vous a surpris? Oui, oui. Ah oui. Sur le plan cutané notamment, il a une peau, je dirais comme vous et moi quand vous vous levez le matin, quoi, hein. Il a rien. Il n'a pas de problème, il n'a rien au pli, il n'a pas l'ombre d'une lésion. C'est dû à quoi, à votre avis? C'est dû aux soins qu'il a apportés à rincer sa peau régulièrement pour éviter les dégâts occasionnés par le sel, à la combinaison, hein, dont l'innovation semble quand même très efficace. Puis, le temps des explications, où l'aventure est racontée, relatée 2 fois, 3 fois, 10 fois. Quant à la mini-polémique entourant la crédibilité de la performance réalisée, elle retombe d'elle-même comme un soufflet. Pour la pêche, les gens ont voulu que ce soit un exploit sportif. Ça n'a jamais été un exploit sportif. Il y a eu une préparation scientifique méticuleuse, rigoureuse, pour que je réalise un programme de travail dans l'eau. Ce programme de travail a été réalisé en partie, puisqu'en fait, j'étais quand même obligé de l'amputer légèrement par rapport à ce qui était prévu. Mais en aucun cas, moi, je n'ai revendiqué, ni l'équipe n'a revendiqué le terme d'exploit sportif, et surtout pas de natation de compétition. D'autant que le jour même de son arrivée, Guy Delage reçoit un télégramme aussi admiratif que chaleureux de celui que la communauté scientifique considère comme l'unique référence en la matière, Alain Bombard. Pour moi, Bombard est un véritable héros, beaucoup plus que je l'ai été, parce que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose sans garde-fou, sans filet. Il est allé vraiment jusqu'au bout. Moi, j'avais des garde-fous, j'avais des balises de détresse. Moi, j'ai vécu un rêve en même temps qu'une opération scientifique parfaitement cadrée. Donc, c'est beaucoup moins valorisant, je veux dire, au plan de l'exploit humain, que ce qu'a fait Bombard, où il n'y avait absolument aucun garde-fou. 4 semaines plus tard, les médecins du centre hospitalier universitaire de Nantes analysent toujours les données recueillies. Les techniciens et ingénieurs en biothermie, en matériel sous-marin, les chercheurs dont l'activité est liée au comportement de la faune aquatique vont bientôt publier les résultats des études réalisées. Il y a encore des séquelles. Elles sont en train de disparaître peu à peu. On pense qu'il faudra encore 1 semaine à 10 jours pour que je retrouve à peu près un état normal. Et si ce n'est pas indiscret, elles sont de quel ordre ces séquelles? Oh, il y a des séquelles veineuses, dermato, sanguines, immunologiques. Enfin bon, il y a des séquelles aussi articulaires, musculaires, tendineuses. Donc il y a beaucoup de petites séquelles. J'ai mis 2 mois pour m'adapter finalement à un milieu, à une position, à un système de propulsion. Il va falloir environ 1 mois pour me désadapter, ce qui semble logique. Guy Delage, en ce 11 mars 1995, est toujours dans son monde. Un univers fait de rêves et de projets, mais aussi d'images qu'il aura bien du mal à effacer de sa mémoire.